Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. Je pense qu'on est pas mal. Bonjour à tous. J'espère surtout que tout le monde va se Donc, si vous pouvez, comme chaque fois, voilà, coupez vos micros, posez les questions dans le chat en bas. Alors, on arrive au mois de juillet, donc on est un peu moins, on est un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais restons sur le principe du chat. Et moi, je me ferai fort de relayer auprès cette de mademoiselle Sidan, voilà, Camille, de son prénom, de relayer les questions que vous allez nous poser. Parce que chaque fois, je dis Camille, mais on m'a dit, vous dites pas le prénom, tout ça, donc on ne sait pas. Voilà. C'est Camille Sidan qui ce soir va animer cette visio. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Éric Demassia, un co-gérant de Légis. Ouais, donc spécial dédicace à tous ceux que j'ai eu cette semaine au téléphone et qui, voilà, bah, vous avez, alors ça reste une visio, mais maintenant vous me connaissez de visu. Voilà. Donc le principe est toujours le même. Euh, on coupe bien les micros pour pas qu'on ait les bruits de fond. On pose des questions au fil de l'eau et moi je relais ça à Camille. Camille, c'est à toi. Mhm. Merci Pierre-Éric. Bonjour à tous. Alors, bon, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Sinan, juriste. Donc, potentiellement, on s'est déjà eu au téléphone dernièrement, puisque je réponds aussi au téléphone ou par mail à vos différentes interrogations. Alors, ce soir, on se retrouve pour la traditionnelle webconférence, comme chaque mois. Alors, c'est la dernière avant les vacances d'été. La prochaine, ce sera en septembre. Mais voilà, il y a quelques sujets d'actualité, donc ça va être le moment de faire un peu le point avant les vacances de chacun. Alors, comme d'habitude, on attaque toujours par le fameux quiz. Alors, Alors, Camille, juste fais bien oui. attention d'accepter tout le monde là, parce qu'il y a pas mal de monde qui sont arrivés. Ah, j'en ai d'autres encore. Finalement, on commence à être nombreux. Hop, j'ai laissé la petite page ouverte. Ça, au moins, je peux ajouter au fur et à mesure. Alors, à votre avis, petit quiz de ce mois-ci. Est-ce que l'employeur devra vérifier dans le registre numérique des saisies la validité de la saisie sur salaire? Pour ceux qui ont suivi, il y a une évolution au niveau des saisies sur salaire. Est-ce qu'à votre avis, l'employeur doit vérifier le registre numérique des saisies? Pour l'instant, on est à 50-50, autant de vrai que de faux. Ah, le faux commence à l'emporter. Ah, Donc finalement, on reste toujours à 50-50. ah. Le vrai est revenu en force. Je vois qu'il y a eu des nouveaux avis. On est On toujours est à presque égalité. pas qu'un faux ou un vrai, enfin, on reste toujours vraiment à 50-50. Mais il y a pas mal de réponses, donc c'est un sujet qui, voilà, les gens se sont posé la question. Alors, fin du suspense, c'est faux. Alors, pour ceux qui ont potentiellement suivi la webconférence du mois dernier, on en a parlé. Donc, vous le savez, depuis le 1er juillet 2025, il y a eu une évolution au niveau des saisies sur salaire. Donc, on va en parler tout à l'heure. Euh, et notamment, il s'est posé la question au moment de cette évolution a été annoncée, de savoir est-ce que l'employeur pourrait vérifier le registre numérique des saisies de validité, est-ce qu'il aurait potentiellement une obligation de consulter ce registre. La réponse est tombée le mois dernier, je crois, parce qu'on en a parlé à la webconférence la dernière. L'employeur n'a pas accès à ce registre, donc l'employeur n'a pas l'obligation de le consulter. Pardon. Les saisies sur salaire en cours devront continuer à être prélevées en paie jusqu'à la réception des coordonnées bancaires du commissaire de justice désigné. À votre avis?
Toujours sur les saisies sur salaire. Alors là, le vrai fuse Non. est relativement unanime et rapide à la réponse. Le vrai, Oui, c'est faux. Donc, on va le voir, on va faire un petit topo hein, sur les saisies sur salaire, notamment parce que c'est un vrai sujet qui a changé là au 1er juillet. Donc, vous êtes potentiellement tous concernés. Euh, Comme vous le savez, maintenant, les saisies sur salaire ne sont plus, ce n'est plus le tribunal. Le destinataire de ces sommes a changé, donc c'est le commissaire de justice. Sauf qu'il va y avoir il y a une période transitoire qui vient de s'ouvrir là depuis le 1er juillet. On va en reparler. Mais du coup, pendant cette période transitoire, il n'y a pas de saisie à effectuer. Le montant de la quotité saisissable ne peut pas être majoré, même si le salarié a donné son accord. Toujours sur les saisies, à votre avis, le salarié il est d'accord. Est-ce que je peux augmenter le montant? on a encore des réponses. Plutôt vrai, plutôt faux? Alors, c'est plutôt vrai, mais même si c'est moins tranché que la question du dessus, mais le vrai l'emporte. Cette fois-ci, c'est vrai. Le montant de la quotité saisissable ne peut pas être différent, même si le salarié est d'accord avec ça. Il y a un montant qui est déterminé, c'est celui-là qui va s'appliquer. Le salarié malade sur son lieu de travail, sur son lieu de vacances, pardon, doit informer sa caisse de son lieu de résidence dans un délai de 48 heures. On change de registre, on parle un petit peu plus de vacances cette fois-ci. Est-ce que le salarié malade sur son lieu de vacances doit informer sa caisse de son lieu de résidence dans un délai de 48 heures? Ça vous concerne un peu moins directement, mais c'est pour que vous sachiez quand même comment ça fonctionne du côté salarié. Il y a encore quelques réponses. Écoute, là encore, le vrai l'emporte. C'est vrai. Donc bon, comme je disais, ça vous concerne un peu moins, mais voilà, au moins vous êtes au courant que quand même le salarié, même s'il est en vacances, il est malade, il est censé informer la caisse de son lieu de résidence. Et en plus de ça, il a un délai de 48 heures. Très souvent, on parle du fait que le salarié a un délai de 48 heures pour justifier de son absence. Donc ce délai de 48 heures, il s'applique auprès de la CPAM, de la Sécu. Euh, Il n'y a rien de réellement prévu du côté employeur. Ça, souvent, on le prévoit dans les contrats de travail. Comme ça, au moins, on dit communément que le salarié a 48 heures pour justifier de son absence. Le mieux, c'est quand même de le mentionner dans le contrat. Comme ça, au moins, il y a une disposition dans le contrat de travail qui dit, vous avez 48 heures pour justifier de votre absence. Et si le salarié ne le fait pas, on peut plus facilement derrière le sanctionner pour ne pas avoir respecté le délai prévu dans le contrat. Autre registre, cette fois-ci, on ne parle plus de vacances. Une participation financière de 750 euros est à la charge des employeurs pour tous les contrats d'apprentissage préparant un diplôme de niveau 6 ou 7, conclu à partir du 1er juillet 2025. Là, les contrats d'alternance, je suppose que vous êtes en train de commencer un petit peu à les conclure justement pour la rentrée. Donc, c'est un sujet d'actualité. Donc là encore, le vrai est relativement unanime. C'est vrai. Il y a maintenant une participation financière qui va pour les contrats qui sont conclus à partir du 1er juillet. Donc là, il y en a beaucoup qui ont des contrats d'apprentissage dans leur société.
Bon, qui en ont conclu en tout cas pour la rentrée, Et ou puis il qui y ont en a, pris. ouais, Il y en a? ouais. D'accord. Bon, on a une petite slide tout à l'heure justement sur les modifications qui entrent en vigueur là au 1er juillet au niveau du contrat d'apprentissage. Donc on va en parler un peu tout à l'heure. Le taux de cotisation AGS évolue le 1er juillet 2025. Alors, c'est très partagé, mais peut-être pourrais-tu préciser ce qui est le taux de cotisation AGS, parce il y a des questions là-dessus. Alors, faut juste que je revérifie parce que moi je dis toujours les acronymes, donc souvent quand on a les acronymes, on sait même plus à quoi ça correspond Oui, derrière. pas faux, pas faux. Mais je pense que c'est ça, la définition de l'acronyme. Oui, c'est ça. C'est par rapport aux garanties de salaire. Alors attendez, je reprends le nom exact. Parce que oui, on a tellement l'habitude de dire AGS et de pas dire le vrai Tiens, tu mot. vois, regarde, un de nos clients nous le donne, Ah bah, assurance garantie de salaire. garantie de salaire, c'est ça. Voilà, c'est le mot assurance Voilà, que j'avais pas. voilà. Donc c'est pour tout ce qui concerne les cotisations, notamment cotisations chômage. Voilà. Écoute, alors là, c'est relativement mélangé, même si le faux semble remporter la bataille. Eh bien, vous avez raison, puisque c'est faux. À partir du 1er juillet 2025, il a été annoncé que le taux restait le même. Donc bon, j'ai reprécisé lequel c'était, mais oui, le taux reste, n'a pas, enfin, ne change pas au 1er juillet 2025. En droit européen, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut en demander le report. Alors ça reste mitigé, mais là encore, le faux l'emporte. Il y a un petit piège parce qu'on parle du droit européen, pas du droit français. Donc souvent, on connaît un petit peu moins le droit européen, forcément. Même si il a quand même un impact hein, sur le droit français, puisque forcément, souvent, les réglementations européennes sont derrière applicables en droit français, soit d'application directe, soit par une loi de transposition. Là, en l'occurrence, le droit européen prévoit que le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés peut demander le report de ses congés. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais il risque d'y avoir une évolution dans les mois à venir sur ce sujet-là, puisqu'en France, on n'applique pas ça. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Une affectation définitive d'un salarié sur un autre secteur géographique peut s'imposer au salarié, peut s'imposer à lui. Là, normalement, ça devrait être unanime. Pour l'instant, le vrai. Alors, on a majoritairement du vrai, avec une petite précision. Souvent, si précisé dans le contrat, au travers des clauses de mobilité, etc., etc. Donc, il y a un vrai nuancé Il y a parmi un- quasiment tous les vrais. Et quelques faux, mais plutôt très majoritairement vrais. Alors, c'est faux dans l'état actuel. C'est une affectation définitive d'un salarié sur un autre secteur géographique ne peut pas s'imposer au salarié, sauf si il y a une clause de mobilité, donc sauf si c'est prévu dans le contrat, comme disait l'un des participants. Donc la règle, c'est une affectation définitive sur un autre secteur géographique ne s'impose pas à lui, sauf si j'ai une clause de mobilité. Et on le verra, la jurisprudence l'a rappelé très récemment. Donc attention, si pas de clause de mobilité, je veux changer mon salarié de secteur géographique, je dois demander son accord. Je ne peux pas lui imposer.
L'obligation de respecter les préconisations du médecin du travail s'impose à l'employeur même lorsque le salarié travaille chez un de ses clients. Donc, le salarié, il travaille chez un client, il n'est pas chez l'employeur, parce que l'employeur a l'obligation de vérifier ce qui se passe chez le client. Là encore, le vrai semble l'emporter. Majorité de vrai. Oui. Alors c'est vrai, à partir du moment où mon salarié a eu des restrictions de la part de la médecine du travail, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il doit utiliser un chariot électrique, il ne doit pas utiliser un chariot manuel. Je dois m'assurer auprès de mon client que les préconisations du médecin du travail sont bien respectées et qu'il lui met bien à disposition le matériel adéquat. Si le salarié rencontre un problème chez le client, ça peut potentiellement se retourner contre vous, contre l'employeur. Donc, il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça, puisque ça, on ne va pas forcément vérifier. Donc, si vous avez des salariés qui ont des préconisations médicales vraiment particulières par rapport à un avis du médecin du travail, faites attention et assurez-vous auprès du client que tout est bien respecté dans son entreprise. Concernant l'inaptitude, l'employeur doit dans tous les cas faire connaître aux salariés les motifs qui s'opposent à son reclassement. Lisez bien tous les termes de la question. Il va y avoir des pièges. Voilà. Au fur et à mesure que tu as dit ça, du coup, ça a Ça a changé, changé, ça a changé le sens des réponses. finalement. Et- Je vous ai et- un peu induit en erreur. Enfin, je vous ai un peu. ah oui, enfin, Et- voilà. Donc, ça démarrait plutôt sur du vrai, et du coup, suite à ta intervention, on est parti sur du faux. Donc là, on part plus sur du faux, du coup, finalement. Ben, finalement, voilà, on a du coup, là, ça fait très équilibré. Alors, ça veut pas dire que c'était pas vrai, hein. C'est Je, juste je, que. je, Alors oui, c'est faux. On a eu un arrêt de jurisprudence très récemment, on va l'étudier tout à l'heure, euh, qui est venu nous préciser que dans certains cas, euh, il était possible de ne pas faire de courrier expliquant aux salariés pourquoi est-ce que, enfin, quels étaient les motifs qui s'opposaient à son reclassement. C'est vraiment dans certains cas bien spécifiques. Donc, on reprendra un petit peu la procédure d'inaptitude tout à l'heure quand on parlera de cet arrêt et je vous expliquerai dans quelle situation est-ce que ce courrier peut ne pas être obligatoire. Alors, l'actualité législative et réglementaire de ce mois-ci. Alors, c'est pas très conséquent, il n'y en a pas encore énormément, hein, comme beaucoup, c'est un peu le cas très souvent là ces derniers mois, mais il y a quand même quelques petites modifications, donc ça quand même. On va quand même les voir aujourd'hui. Alors, en bref, sans rentrer forcément dans le détail, bon, bah là en plus, on parlait tout à l'heure de l'AGS. Là, pour le coup, j'avais écrit assurance à garantie de salaire parce que je me suis dit, j'avais anticipé que je me souviendrais plus de l'acronyme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc l'AGS, l'assurance garantie de salaire. Donc, le taux reste maintenu à 0,25%, il ne change pas au 1er juillet 2025. Par rapport à l'apprentissage et au handicap, le ministère du Travail a publié un guide. Donc, je vous ai mis le lien, ça vous permet d'aller le voir. Il y a eu aussi un kit qui a été mis à disposition par le gouvernement enfin, il y a un question-réponse qui a été mis à disposition par le gouvernement sur l'APLD rebond. Donc l'APLD, vous savez, c'est l'activité partielle rebond, donc qui a été mise en place par la loi de financement de sécurité sociale de février 2025. Donc, on a eu des décrets qui ont été publiés au journal officiel il y a quelques mois. On en a parlé lors d'une des dernières webconférences. Là, il y a eu un kit qui a été mis à disposition par l'administration. Donc, voilà, je vous ai mis le lien. Comme ça, au moins, si un jour vous êtes concerné, vous pouvez aller consulter ce question-réponse. Euh,
Petit rappel aussi sur la PPV, la prime partage de la valeur. Vous savez que depuis le 1er juillet 2024, il y a la possibilité de verser le montant de cette PPV sur un plan d'épargne entreprise. Donc que ce soit un plan d'épargne, enfin, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite, voilà, il y a cette faculté-là maintenant qui est donnée de déposer le montant de cette prime sur un plan d'épargne. Normalement, vous savez qu'un plan d'épargne, pour pouvoir déposer certaines sommes, ça doit être prévu dans le règlement du plan d'épargne. Puisqu'on a eu cette modification le 1er juillet 2024, il y a eu une tolérance de déposer les sommes issues de la PPV sur ce plan d'épargne sans modifier le règlement en amont. Cette tolérance s'est terminée le 30 juin. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2025, si vous voulez que les salariés puissent verser le montant de la PPV que vous allez leur donner, il faut que ce soit prévu dans le règlement du plan d'épargne. Je vous rappelle que ça peut avoir un intérêt de déposer du coup la PPV sur le plan d'épargne pour les sociétés de plus de 50 salariés où la PPV est soumise à cotisation, enfin est soumise à CSG, CRDS. Potentiellement, ça, et puis à impôt pour le salarié, ça peut avoir un intérêt de placer ces sommes-là sur un plan d'épargne pour éviter ce genre de frais supplémentaires. Au niveau de l'apprentissage, donc bon, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils étaient concernés et qu'ils allaient ou qu'ils ont potentiellement déjà signé des contrats d'apprentissage pour la rentrée. Il y a eu une évolution, donc il y a 2 décrets qui ont été publiés au journal officiel le 29 juin, donc qui entrent en vigueur, ils sont entrés en vigueur le 1er juillet 2025. Donc il est prévu à partir du 1er juillet 2025 que une participation financière obligatoire de 750 euros pour les employeurs lorsqu'ils embauchent des contrats d'apprentissage pour des diplômes de niveau licence master, donc niveau 6, niveau 7. C'est-à-dire que là, si vous avez signé un contrat d'apprentissage pour embaucher ce type de profil, des licences ou masters, vous allez avoir un reste à charge de 750 euros. Cette participation financière, elle va s'appliquer à tout le monde, donc sans distinction en fonction de la taille de la société, donc de vos effectifs. Il y a quelques petites particularités. Si il y a une rupture de contrat qui a lieu dans les 45 premiers jours, du coup, cette participation, elle est réduite, elle est qu'à 50% et pas à 750. Si vous réembauchez quelqu'un d'autre après une rupture anticipée, pareil, il y a quelques dispositions spécifiques. Donc voilà, si un jour vous êtes concerné par ça, que vous avez une rupture, parce que souvent on a beaucoup de ruptures de contrat en septembre-octobre, puisque c'est le moment où on est encore dans les 45 premiers jours. Donc voilà, s'il y a une rupture de contrat d'apprentissage dans cette période-là, sachez que potentiellement ce montant à charge sera peut-être un peu amoindri, mais il en restera quand même une partie. Il y a aussi une évolution lorsque pour les formations qui sont à 80% en distance, en distanciel. Donc il y a certaines formations qui existent où bah, tout se fait en 100% dématérialisé. Les apprentis ne vont jamais dans à l'école, ils sont tout le temps chez eux et à distance. Ça, il y en a de plus en plus hein, des formations qui proposent, enfin des organismes de formation qui proposent ce type d'organisation. Donc, dans cette situation-là, il y a une minoration de 20% sur le niveau de prise en charge de la part des OPCO. Donc, il y aura un reste à charge du coup un peu plus important à partir du moment où vous prendrez un apprenti dont le cursus d'apprentissage se fait à 80% en distanciel. Une petite évolution aussi. Le boss est venu apporter une précision le 3 juillet. Vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on vous l'a présenté en début d'année. La loi de financement de sécurité sociale a prévu, a prévu mince, que les cotisations pour les apprentis seraient applicables à partir du moment où ils ont un salaire supérieur de 50, enfin au-delà de 50% du SMIC. Il y avait un petit doute sur le fait que ça s'appliquait, donc ça s'appliquait à partir du 1er mars. Il y avait un petit doute sur le fait que ça s'appliquait au contrat
signés avant le 1er mars mais qui débutent après, ou est-ce que ça s'appliquait que aux contrats signés après le 1er mars? Au début, le boss avait une autre position. Il avait dit que ça s'applique à tous les contrats, même s'ils sont signés avant, à partir du moment où ça commence le 1er mars. Là, ils sont revenus sur leur position. Maintenant, la position du boss, c'est euh, il y a enfin, ces modalités, ces nouvelles modalités d'assujettissement ne s'appliquent qu'aux contrats qui sont signés à partir du 1er mars. Donc, si vous avez signé des contrats le 1er mars qui sont entrés en vigueur, par exemple le 1er avril, dans ce cas-là, on applique encore les anciennes modalités d'assujettissement par rapport aux cotisations sociales. Autre petite précision aussi, il y a une modification du CERFA, justement, pour prendre en compte ces évolutions. Donc, il va y avoir une modification du CERFA là à partir du 1er juillet 2025. Un petit point sur les projets en cours. Donc, je suppose que vous en avez entendu parler, puisque ça a fait un petit peu de bruit. Enfin, je pense que tout le monde en a un peu vu passer par rapport au titre restaurant. Il y a des évolutions qui sont prévues. Alors, à ce jour, rien n'est signé, rien n'est acté, rien n'est en vigueur. Là, ce sont vraiment que des projets. Donc, il y a un projet, là, c'était même qu'une annonce sur les titres restaurants. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Donc, il y a eu une annonce qui a été faite sur l'utilisation possible des titres restaurants les dimanches, mais pas les jours fériés, par contre. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les dimanches, bah, les titres restaurants ne peuvent pas être utilisés. Donc, là, il y aurait une évolution pour que ça puisse être utilisé aussi le dimanche. Que ça puisse être aussi utilisé dans tous les départements de France. Normalement, il y a quand même une réglementation sur le fait que ça puisse être utilisé dans le département où le salarié travaille et dans les départements limitrophes en fonction de la localisation. Mais là, ça serait ouvert pour être utilisé dans l'ensemble des départements. Le projet, c'est aussi de prévoir une pérennisation sur le fait qu'on puisse utiliser les produits non directement consommables. Donc, vous savez, ça avait été rendu possible au moment du Covid, justement, puisqu'il n'y avait plus de restaurants. Les salariés, ils ne pouvaient plus forcément aller manger au restaurant. Donc, on leur avait donné la possibilité d'utiliser les titres restaurants pour acheter, par exemple, un paquet de pâtes. Le paquet de pâtes, il n'est pas directement consommable. On est obligé de le cuisiner en amont. Et aujourd'hui, il y a une évolution dans les pratiques. Il y a quand même de plus en plus de salariés qui cuisinent et qui amènent leur repas sur leur lieu de travail et beaucoup moins de salariés qui vont directement au restaurant. Donc pour se mettre en pour s'adapter à cette évolution et à ces nouvelles pratiques, il y aurait une pérennisation de l'achat des produits non directement consommables. Ça, c'est étonnamment, c'est dans le, tout ça est issu du télétravail, hein, notamment avec tous ces changements de pratiques. Et bizarrement, cette question du ticket restaurant est revenue dans le cadre des conversations du budget, hein, pour l'année prochaine, puisque vous savez que le Premier ministre l'avait annoncé d'ici le 15, après le 15 juillet, tout un tas d'annonces sur le budget de l'année prochaine. Et entre autres, dans les rabots qui auraient été évoqués dans la presse, etc., il y a ces histoires des tickets restaurants qui semblent assez insignifiants, mais qui pourtant est revenu à cette occasion-là. Et donc, ça a créé pas mal en tout cas, de questions chez nous en interne, enfin de chez nos clients, hein, par rapport à tous ces sujets-là, même si le transport, par rapport aux tickets restaurants, Mm. en général, voilà, il y a le protocole d'accord de 74 des frais, hein, Ah mais putain. voilà, ça a posé quand même beaucoup de questions et un Ouais. sujet relatif, enfin, mais en tout cas, voilà, les salariés sont sensibles à ça. Pardon Camille, je t'ai coupé, mais voilà, Pas de c'était souci, c'est le petit complément. voilà la petite aparté. Parce que c'était étonnant qu'on parle de ce sujet-là qui semble Oui. relativement peu prégnant, quoi, hein. Bah, après, je pense que voilà, il y a réellement eu une volonté d'adapter aussi ces modalités à un mode de vie qui aujourd'hui a changé. Donc, comme le disait Pierre-Éric, hein, il y a plus de télétravail, il y a plus de personnes qui du coup cuisinent et ramènent leur repas parce que le coût de la vie aussi a changé. Donc, on peut pas se permettre d'aller forcément tous les jours au restaurant. Alors, les restaurateurs ont un peu râlé hein, sur cette évolution parce que forcément, ça aurait un coût pour eux, potentiellement si les salariés peuvent utiliser ces tickets restaurants pour se cuisiner à manger à la maison, forcément, ils vont moins venir chez eux. Donc, les restaurateurs ont un petit peu râlé. Alors après, euh, reste à voir si ça se concrétise ou pas.
Il y a aussi la fin du ticket restaurant papier qui est annoncée à partir de 2027. Donc, ça voudrait dire que tout le monde devrait passer sur carte. Donc, voilà, ça aussi, est-ce que ça va se faire ou pas dans un avenir plus ou moins proche? À mon avis, on va finir par y arriver. Et après, d'ici combien de temps, ça reste à voir. Et il y aurait aussi une fin du report automatique des sommes qui ne sont pas utilisées sur l'année suivante. Il y a aussi des projets en cours. Alors, il y a certains projets dont on n'abordera plus dans le détail au mois de septembre, puisque aujourd'hui, ils sont en train de se concrétiser, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, notamment sur tout ce qui est travail des seniors. Donc, travail des salariés expérimentés. Il y a eu des évolutions là, les dernières semaines, même les derniers jours. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans ce diapo-là, dans ce support-là, mais on en reparlera plus dans le détail sur la webconférence de septembre, parce que là, je pense qu'il y a des chances que la loi soit promulguée, en tout cas, on n'en soit pas très loin à ce moment-là. Donc, voilà, je ne l'ai pas abordé, mais j'ai quand même traité de quelques sujets, notamment sur la transition professionnelle, qui est liée à ce projet de loi. Euh, donc, il y a une évolution sur la formation et sur la transition professionnelle qui est en cours. Et notamment, un des principaux changements, ça va être la rebaptisation de l'entretien professionnel qui normalement a lieu tous les 2 ans. Là, ça s'appellera un entretien de parcours professionnel. Donc, bon, le nom change un petit peu, mais c'est surtout sa récurrence qui change. Au lieu de passer sur un entretien classique tous les 2 ans, on va passer sur un entretien tous les 4 ans. Et ensuite, au lieu d'avoir un rendez-vous bilan tous les 6 ans, là, ce sera un rendez-vous bilan tous les 8 ans. Donc, on va changer la récurrence de ces entretiens-là. Pour l'instant, je le répète, c'est pas encore publié, mais il y a de très grandes chances que ça reste en l'état. Et il y aurait aussi un entretien qui sera prévu pour les nouveaux salariés lors de leur première année. Donc voilà, ça, on rentrera plus dans le détail, comme je vous le disais, en septembre, et on abordera aussi la partie sur le recrutement des salariés expérimentés, puisque je pense qu'on aura plus de précisions et potentiellement ces éléments-là seront peut-être publiés au journal officiel et donc rentreront peut-être en vigueur enfin, quand on se verra en septembre. On en reparlera plus dans le détail. Cette fois-ci, c'est une loi qui, elle, a été adoptée. Elle a été publiée au journal officiel. Donc, c'est une loi du 30 juin 2025 qui est venue apporter une protection supplémentaire pour les salariés qui sont engagés dans un parcours de PMA ou dans un parcours d'adoption. Donc là, la loi, elle est venue encadrer un peu ça pour pouvoir augmenter la protection des deux parents, parce qu'aujourd'hui, il y avait une protection qui était principalement sur la future mère et sur le compagnon, enfin sur le partenaire ou la partenaire, il n'y avait pas grand-chose dans le Code du travail. Donc là, c'est quelque chose qui a été modifié du coup par le biais de cette loi. Donc, et notamment aussi d'accompagner un peu mieux les parents qui sont dans un parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, ou dans des parcours d'adoption. Donc, cette loi, elle a pour objectif d'apporter une protection pour les femmes enceintes, mais aussi du coup pour le ou la partenaire qui sont dans un parcours d'assistance médicale. Donc, c'est une protection qui va concerner tout ce qui est la rémunération, la promotion, la formation, l'embauche, la rupture du contrat, la modification du contrat. Enfin voilà, il y a une protection qui est plus qui est sur ces éléments qui sont fondamentaux, donc la rémunération, la promotion, enfin ces éléments-là, et qui va concerner du coup plus de personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites une différence de traitement au niveau de l'embauche entre un salarié, par exemple, et vous savez qu'il est en cours qui suit un parcours de PMA avec son épouse, et que vous ne l'embauchez pas pour cette raison-là, il peut y avoir une discrimination qui sera reconnue dans cette situation. Il y a aussi une évolution sur les autorisations d'absence. Alors même si aujourd'hui en pratique on l'appliquait quand même, et nous en tout cas on le conseillait, mais là il y a plus de débat. Le texte du Code du travail a été modifié pour ne plus qu'il y ait de distinction sur les autorisations d'absence. Donc il n'y a plus de distinction entre hommes-femmes. Donc
aujourd'hui. Avant, c'était écrit seulement que, enfin, la rédaction du texte a changé. Avant, c'était écrit seulement que la future mère pouvait s'absenter pour tous les rendez-vous médicaux. Et pour le père, il y avait une certaine, il y avait, c'était possible, mais pas de la même manière. Là, il n'y a plus de distinction à partir du moment où le salarié est engagé dans une procédure de procréation médicale assistée, il a la possibilité de s'absenter. Les salariés engagés dans une procédure d'adoption, là c'est pareil, potentiellement un salarié, des fois il y a des salariés qui ont besoin de s'absenter pour pouvoir, pour tout, enfin il y a plein de rendez-vous pendant les procédures d'adoption. Donc là pour le coup, dans ce cadre-là, les salariés qui sont engagés dans une procédure d'adoption ont le droit de de s'absenter, pardon, par contre, il n'y a pas encore un nombre d'autorisations qui est prévu. Donc ça sera fixé plus tard par décret. Est-ce qu'ils auront le droit à 3 absences justifiées? Est-ce que ça sera 5? Ça, on ne sait pas, ça sera fixé par décret. Je l'ai abordé rapidement dans le quiz tout à l'heure. Prochaine évolution après le cumul des congés payés pendant la maladie. La nouvelle évolution, ça serait le report des congés payés lorsque le salarié est malade pendant qu'il est en congé. À ce jour, le droit français prévoit qu'un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut pas demander le report. C'est-à-dire que mon salarié, il part en congé, il part toute la semaine. Mercredi, il est malade, il va voir son médecin, il se fait arrêter. Et ben, quand il en paye, il a le droit à CJJ. Par contre, il n'a pas de maintien de salaire, il a une indemnité de congé payé, puisqu'il est en congé. Nous, on ne considère pas qu'il est en maladie. Et au moment où il est censé revenir, là, on va appliquer la maladie si son arrêt est toujours d'actualité. C'est pas la position de du droit européen. Le droit européen, lui, prévoit que à partir du moment où le salarié est malade pendant ses vacances, le reste de ses vacances doit être reporté. Le droit européen estime en fait que bah, si le salarié est malade, il ne se repose pas. Donc les congés, c'est fait pour se reposer. Donc dans ce cas-là, c'est reporté. Donc le 18 juin, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour justement le non-respect de cette réglementation. Donc elle a laissé un délai de 2 mois à la France pour réagir. Donc, on verra ce qu'ils vont faire. Est-ce que l'État français va décider d'appliquer le droit européen? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il va y avoir un- pour éviter que ça fasse quand même un cumul de congés trop important, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place en plus? Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait juste que le droit français n'est pas conforme au droit européen. Ça, on le savait déjà à peu près. Maintenant, qu'est-ce qui va être mis en place pour se mettre en conformité? Ça reste à voir. Sur les saisies sur salaire, donc j'en ai parlé rapidement dans le quiz. Donc il y a une évolution à partir du 1er juillet, ça vous l'aviez déjà vu au cours des précédentes webconférences. Donc pour les nouvelles saisies, bon, il n'y a pas de débat, on sait comment ça va se passer. Maintenant, c'est les commissaires de justice qui s'en occupent. Pour les saisies en cours, là, on s'est posé la question de comment ça se passe. Donc là, il y a une phase transitoire qui s'ouvre depuis le 1er juillet. Euh, Vous aviez jusqu'au 30 juin 2025 pour faire les virements au greffe. À partir du 1er juillet 2025, le greffe n'est plus compétent. Donc, le greffe rejette les virements. Si vous avez fait des virements à partir du 1er juillet 2025 au greffe, il y a des grandes chances que ça vous revienne. Donc, dans ces situations-là, il faudra rendre l'argent aux salariés. Et pour toutes les saisies qui vont être faites à partir du 1er juillet 2025, elles sont suspendues. Donc, pour l'instant, il n'y aura plus de saisie à effectuer sur les salaires des salariés. Il va falloir attendre que le créancier confirme sa volonté de poursuivre la procédure auprès du commissaire de justice et que vous receviez du coup un nouvel avis. Et là, il faudra recommencer à procéder à la saisie. Donc, les saisies ne sont pas annulées, elles sont juste suspendues. Donc, pendant toute cette période, il faudra continuer à verser du coup la rémunération aux salariés. Alors, juste pour finir sur Oui, cette actualité jurisprudentielle, j'ai une question concernant la PMA et les jours d'absence autorisés pour le conjoint. oui. Est-ce que c'est toujours 3 jours?
Ça, de mémoire, ça n'a pas changé. J'ai pas le souvenir que ça ait été modifié. Je suis en train de revérifier quand même. Je pense pas non plus. De Ouais, toute pour moi, manière, ça n'a pas changé, ça. on fera dans le question-réponse, vous aurez on répondra exactement avec certitude sur cette question-là. Après, ce que je ferai aussi, c'est que je vous mettrai le nouvel article, la nouvelle rédaction de l'article qui a été modifié. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment l'ancienne rédaction, la nouvelle rédaction, et vous pourrez, enfin, vous aurez la comparaison des deux, et notamment sur les évolutions. Mais la principale chose qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a une protection maintenant pour les deux personnes. Après, là où il y a une différence, c'est que avant, il y avait les 3 jours d'absence qui étaient pour que le compagnon assiste enfin, la future mère. Là, potentiellement, dans les parcours de PMA, le salarié lui-même, il peut avoir besoin de s'absenter parce que dans un parcours de PMA, bah, il y a des prélèvements à faire, il y a des analyses, des choses comme ça. Donc là, c'est pour lui qui s'absente. Donc là, dans cette situation-là, oui, là, il a le droit de s'absenter. Mais je vous mettrai les deux articles, enfin la précédente rédaction et la nouvelle rédaction. Comme ça, vous aurez la comparaison entre les deux. Et puis il y a des questions aussi sur ce qu'on entend par saisie sur salaire. Les saisies faites à la CAF, elles s'arrêtent aussi. Alors, les saisies sur salaire qui sont concernées, je vous remettrai la liste. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Mais là, ça concerne les saisies qui sont faites par le tribunal. Mais il sera important de remettre la liste des saisies, effectivement, parce qu'on Oui. pose la CAF, les impôts, enfin voilà, tout le monde énumère la liste. Je me le note aussi comme ça. Hop, je me le suis noté. Je vous mettrai tout ça avec le support. Donc, sur l'actualité jurisprudentielle. Donc tout à l'heure, la question qui vous avait été posée, c'est je peux modifier de manière définitive le secteur géographique de mon salarié, le lieu de travail qui est en dehors du secteur géographique de mon salarié. La réponse était non, sauf si j'ai une clause de mobilité. Là, je peux lui imposer sans obtenir son accord, même si c'est dans un autre secteur géographique. La Cour de cassation est venue rappeler ce principe-là dans un arrêt du 11 juillet 2025. Donc, dans le cas où, même s'il s'agit d'un salarié itinérant, ça veut dire que itinérant, normalement, par principe, il n'a pas forcément un secteur géographique, enfin, son secteur géographique est amené un peu à changer. Là, dans ce cas, c'est un secteur géographique prédéfini. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais euh, mon salarié itinérant, il est amené à travailler sur le secteur géographique du sud-ouest. Ben, je détermine quel est ce secteur-là. Si je suis amené à envoyer mon salarié sur le secteur géographique du nord-est, là, même s'il est itinérant et qu'il a l'habitude de bouger tout le temps et qu'il n'est pas rattaché, fait qu'il ne travaille pas tous les jours sur le même site, là, pour le coup, c'est un secteur géographique qui est totalement différent. Donc, dans ce cadre-là, je n'ai pas la possibilité de modifier de manière définitive l'affectation du secteur géographique. Sinon, ça constitue une modification du contrat de travail. Je dois avoir l'accord du salarié ou alors j'ai une clause de mobilité et je la mets en œuvre. La modification temporaire du secteur géographique est possible, mais elle est extrêmement réglementée. C'est-à-dire que elle est possible si ça fait partie des fonctions du salarié. Par exemple, vous avez vos conducteurs, euh, bah, ça fait nécessairement partie de leur fonction d'aller livrer potentiellement un coup à un client dans le nord, et puis le lendemain c'est dans le sud, mais ça fait partie de leur mission de livrer tous les clients de la société. Donc là, pour le coup, c'est une affectation temporaire, donc là, ils peuvent pas refuser. Et dans la situation aussi où l'entreprise connaît des circonstances exceptionnelles, qu'elle informe préalablement le salarié dans un délai raisonnable et que cette modification a un caractère temporaire, là aussi, dans cette situation, on peut
modifier temporairement l'affectation, le, l'aff- la- le secteur géographique du salarié. Mais ça, c'est vraiment cette possibilité-là, je veux dire, elle est très réglementée. On en a parlé du coup dans le quiz par rapport à l'obligation de sécurité. Vous le savez, les employeurs ont une obligation de sécurité, ils doivent protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, ils doivent tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Lorsque le médecin du travail prévoit des préconisations particulières, l'employeur a l'obligation de les respecter dans son entreprise, mais également sur le lieu de travail du salarié. Donc, si le salarié il est envoyé chez un de vos clients, bah, son lieu de travail, c'est chez le client. Donc, vous devez veiller à ce que les préconisations du médecin du travail soient correctement appliquées chez le client. Donc là, en l'occurrence, c'est un arrêt du 11 juin 2025 qui vient préciser ça. Donc vous devez vérifier que le lieu où le salarié effectue sa mission, même si c'est chez un client, permet de respecter les préconisations du médecin. Je vous rappelle que le risque peut être particulièrement important si on n'a pas si le salarié se blesse chez le client parce que les préconisations médicales du médecin du travail n'ont pas été respectées. Le risque potentiellement, c'est qu'il y ait un accident de travail et que derrière, il demande la reconnaissance d'une faute inexcusable, puisqu'il y a une faute qui a été commise par l'employeur qui n'a pas rempli son obligation, qui n'a pas satisfait à son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, ça peut potentiellement coûter assez cher. Sur le licenciement, je vous rappelle que le licenciement verbal est interdit. Si vous voulez licencier un salarié, vous devez respecter une certaine procédure. Donc, il faut convoquer le salarié à un entretien préalable à licenciement. La convocation doit bien mentionner qu'on est dans le cadre d'un licenciement, enfin d'une convocation à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le mot licenciement doit apparaître. Si c'est juste indiqué convocation à entretien préalable à sanction, on peut pas aller jusqu'au licenciement. Donc la convocation doit être soit envoyée en recommandé avec accusé de réception, soit remise en main propre contre décharge au salarié. Entre le moment où le salarié en a connaissance, donc à la date de première présentation du courrier, et le moment de l'entretien, il doit y avoir un délai de 5 jours ouvrables. L'entretien se déroule et je peux notifier le licenciement je dois respecter un délai de 2 jours ouvrables avant de pouvoir notifier. Donc je peux notifier à partir du troisième jour à mon salarié. Dans cette situation, le salarié était absent. L'employeur lui a demandé, donc il était en arrêt de travail, il lui a demandé de rendre le véhicule de fonction, de rendre les clés, le badge, de lui rendre tous les dossiers, de faire comme si en fait le salarié ne faisait plus partie de la société, il n'avait plus accès à rien du tout. Dans cette situation, il a pu être jugé que la décision de l'employeur laissait sous-entendre qu'on avait une décision de rupture du contrat, donc un licenciement verbal. Sauf que le licenciement verbal est interdit, donc on est sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est des cas quand même relativement assez, c'est pas forcément très commun, mais voilà. Et même si vous dites oralement à votre salarié, ben, t'es licencié, si vous n'avez pas respecté la procédure que je viens de vous énoncer, le licenciement pourrait être qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc même quand vous recevez votre salarié en entretien préalable à licenciement, à aucun moment vous devez dire, tu vas être licencié, tu vas avoir ton courrier, dans 3 jours. Il faut lui dire, un licenciement est envisagé, vous connaîtrez notre décision dans 3 jours. Toujours sur le licenciement. Cette fois-ci, on est sur un licenciement pour inaptitude. Euh,
la jurisprudence est venue, dans un arrêt du 11 juin 2025, le Cour de cassation est venu nous dire, on avait un petit doute là-dessus, vous savez que quand un salarié est déclaré inapte, normalement, vous devez chercher à le reclasser. Si c'est pas possible, lui faire parvenir un courrier qui lui explique les motifs qui s'opposent à son reclassement. Et suite à ça, on met en œuvre une procédure de licenciement. Donc c'est la même chose, je convoque mon salarié, j'attends 5 jours, j'ai un entretien, j'attends 2 jours et je le licencie. Il y a un cas particulier, donc les cas de dispense, c'est lorsque le médecin du travail coche, vous savez, sur les arrêts, sur les avis d'inaptitude, il y a deux petites mentions. Il y a l'état de santé du salarié est incompatible. Enfin, je les connais jamais par cœur. Il y a l'état de santé du salarié est incompatible. Puis il y en a une deuxième. Si l'une de ces deux mentions est cochée par le médecin du travail, vous êtes dispensé de le reclasser. Vous n'avez pas besoin de chercher à le reclasser. Vous pouvez directement partir sur le licenciement. Ce ce qui était tout le temps fait, c'était de, malgré tout, lui envoyer un courrier pour lui dire, pour lui exposer les motifs qui s'opposaient à son reclassement. Donc ça, on continuait à le faire, même si, justement, il n'y avait pas de recherche de reclassement en amont. Là, la Cour de cassation vient nous dire que, puisque c'est écrit noir sur blanc que l'état de santé du salarié est incompatible, s'oppose à son reclassement, qu'il y a une dispense de reclassement, la Cour de cassation vient nous dire qu'il n'y a pas besoin de rédiger, de chercher à reclasser le salarié et de rédiger un courrier qui expliquerait que les raisons qui s'opposent à son reclassement. Alors, nous, pour le coup, on continue quand même à le faire, à le préconiser, et quand il y a des arrêts d'inaptitude, on continue quand même à envoyer le modèle de ce courrier-là. Au vu de cet arrêt, il n'y a sûrement plus trop d'intérêt, mais nous, on n'a pas arrêté de le faire pour autant. Donc peut-être que on arrêtera d'ici quelques temps, mais à ce jour, on continue à remettre encore ce courrier. Sur le contenu de la lettre de licenciement, donc je vous rappelle que la lettre de licenciement vient encadrer le licenciement. C'est-à-dire que s'il y a un contentieux un jour avec le salarié, le juge, ce qu'il va aller vérifier, c'est ce qui est écrit dans la lettre. S'il y a des choses que vous reprochez au salarié qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement, vous ne pourrez pas vous en servir. C'est trop tard. Donc, quand vous convoquez un salarié à un entretien préalable à licenciement, au cours de l'entretien, vous devez lui exposer tout ce que vous lui reprochez et tout ce que vous avez mentionné au cours de tout ce que vous avez évoqué au cours de cet entretien doit être mentionné dans la notification de licenciement. Si il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans cette notification, comme je vous le disais, on ne peut pas s'en servir. Là, il y avait une question qui était posée, qui était de savoir, les faits n'étaient pas datés. Ça a été reconnu que à partir du moment où, même si les faits en eux-mêmes, les dates en elles-mêmes ne sont pas indiquées, les faits en eux-mêmes sont mentionnés, sont détaillés, donc ça suffit. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est préférable de mettre les dates. Donc, quand vous notifiez un licenciement à votre salarié, bah, vous indiquez que bah, voilà, le 1er juillet 2025, il s'est passé ça. Le 3 juillet 2025, il y a eu ça, on a eu ça à vous reprocher. Là, on a un arrêt qui semble dire que ce serait possible de ne pas invoquer, enfin, il n'est pas forcément nécessaire d'indiquer la date des faits. Euh, Moi, je préconiserais quand même de les mentionner. Donc voilà, il y a quand même faut se dire que le risque est un peu moins grave si on l'a pas écrit. Moi, je le préconise quand même pas. J'en ai terminé pour cette intervention de ce mois-ci, de l'actualité de ce mois-ci. Je fais un petit rappel. Pardon. J'avais une petite question. Oui, On revient sur les apprentis, et oui. notamment par rapport aux 750 euros à verser là. Mhm. Et c'était par rapport à la date. Est-ce que ce sont les contrats qui sont signés du coup après le 1er juillet? Alors, parce que là, c'est pour un client, je suppose, qui a signé avant le 1er juillet. Alors, Il- oui, voilà, c'est pour savoir si c'était avant ou après.
Et ben là, je pense que c'est la même interrogation qui se pose. Donc potentiellement le boss va venir préciser les choses. À mon sens, ça serait les contrats qui sont signés euh, à partir du 1er juillet. Si on suit par analogie les précisions du boss concernant les évolutions qui sont au 1er mars. Mais ça, voilà, potentiellement on aura des précisions sur ça à l'avenir. Parce que là, vous voyez, le boss, il est revenu sur sa position. C'est pour des contrats qui datent du mois de mars, hein. Il est revenu sur sa position le 3 juillet. Donc, potentiellement, ça sera peut-être la même chose qui va s'appliquer. Parfait. Je regarderai s'il y a autre chose qui a été publié sur le sujet et auquel je suis passée, si je suis passée à côté de quelque À chose. mon avis, ton interprétation est bonne, mais oui, le cas échéant, sinon on reprécisera ce genre de choses. Donc, comme je vous l'ai expliqué, pas de webconférence sur le mois d'août. Par contre, au mois de septembre, on va reprendre les formations. Donc, il y a plusieurs formations qui sont proposées donc, par le biais de la classe virtuelle. Donc, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté, mais voilà, je vous l'ai remis. S'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser sur certaines thématiques particulières, toutes les formations qu'on propose, en tout cas par visio, il y en a d'autres qui existent, mais celles qui sont par visio et que j'anime sont celles-ci. Donc voilà, je vous laisserai en prendre connaissance. Et puis, je vous souhaite à tous des bonnes vacances, un bel été, et puis on se retrouvera le 11 septembre. Je vous remercie Voilà. pour votre participation, et puis je vous souhaite un Mettez-vous à bel la été. rentrée et que tous ceux qui prennent des vacances se reposent bien, C'est ça. Revenir en pleine forme. revenir voilà, sur ce qu'on appelle souvent la rentrée sociale. On sera là pour vous aider et vous accompagner. C'est ça. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Merci.